Au Mali, un ancien chef des services de renseignement a été arrêté ce jeudi. Il serait impliqué dans la disparition d'un journaliste en 2016, un dossier dans lequel Karim Keïta, fils de l'ancien président, fait l'objet de poursuites judiciaires. Les Somaliens sont aux unes depuis ce jeudi. C'est pour élire leurs députés, mais un seul des 5 États du pays a vu des bureaux de vote s'ouvrir. Et puis au Tchad, plusieurs personnes étaient dans les rues de la capitale N'Djamena. Elles ont marché contre la junte militaire accusée de vouloir confisquer le pouvoir d'État. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Mali, un ancien chef des services de renseignement a été arrêté ce jeudi. Il serait impliqué dans la disparition d'un journaliste en 2016. C'est un dossier dans lequel Karim Keïta, qui est le fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international selon une source judiciaire. Le général Moussa Diawara, à la tête de la Direction générale de la sécurité d'État, DGSE, pendant 7 ans sous Ibrahim Boubacar Keïta, a été inculpé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture, etc., a indiqué à l'AFP une source judiciaire ayant requis l'anonymat. L'enquête porte sur la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire Le Sphinx et qui n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016. Ses proches craignent qu'il ait été assassiné. Le général Diawara est actuellement détenu au camp 1 de la gendarmerie de Bamako, selon une source au sein de la gendarmerie. Il est connu au Mali pour avoir été proche de l'ex-député et influent président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, Karim Keïta, qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire après le coup d'État qui a renversé son père le 18 août 2020. Un juge d'instruction de Bamako a émis début juillet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta. Le directeur du Sphinx, Adama Dramé, avait affirmé en 2018 que Birama Touré avait approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Karim Keïta, qui a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter, s'est jusqu'à présent refusé à venir s'expliquer devant la justice de son pays. Après des années d'indifférence et de silence, l'arrestation de l'ex-patron des services de renseignement constitue un tournant, a estimé Reporters sans frontières RSF sur Twitter. RSF s'en félicite et demande l'arrestation de tous les suspects dans cette affaire, ajoute l'ONG, qui, début juillet, avait jugé essentiel que Karim Keïta dise ce qu'il sait, compte tenu des liens qu'il a avec cette affaire. L'ONG a expliqué avoir recueilli en 2019 le témoignage d'un homme affirmant avoir été détenu avec le journaliste dans une prison secrète de la DGSE malienne. Selon ce témoin, dont RSF ne dévoile pas l'identité pour des raisons de sécurité, Birama Touré a été torturé pendant plusieurs mois avant d'être exécuté de 3 coups de feu à la fin de l'année 2016. Derrière les barreaux depuis plus de 5 ans, le dirigeant de la minorité chiite du Nigeria, Ibrahim Zakzaki, et sa femme, accusés de meurtre, ont été relaxés ce mercredi par un tribunal de Kaduna, un État du Nord. Vent de liberté donc pour ces personnes prédétenues. Le tribunal de Kaduna a relâché et acquitté le Tchèque Ibrahim Zakzaki et sa femme de toutes les accusations portées contre eux. Ils ont été libérés, a déclaré l'un de leurs avocats, Sado Garba. Nous allons certainement demander des dommages et intérêts au gouvernement de l'État de Kaduna pour toutes les privations et les souffrances subies par notre client. Le dirigeant chiite et sa femme doivent maintenant rentrer chez eux, se reposer et répondre à leurs besoins médicaux urgents, a-t-il poursuivi. Fondateur du mouvement islamiste du Nigeria, Ibrahim Zakzaki était détenu avec son épouse Zena Ibrahim depuis décembre 2015, après que des violences eurent éclaté pendant une procession religieuse. L'armée avait tiré faisant plus de 350 morts pour la plupart des chiites non armés, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Zakzaki et sa femme étaient notamment accusés du meurtre d'un soldat lors de ces manifestations. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé illégale la détention du chef religieux et ordonné sa libération. Mais cette décision n'avait jamais été exécutée. Le mouvement islamiste du Nigeria, apparu comme un mouvement étudiant en 1978, avant de se muer en groupe révolutionnaire, est aujourd'hui encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria,
où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. Les manifestations du groupe sont régulièrement matées dans le sang. Jusque-là, relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, le Sénégal fait désormais face à une explosion des cas liés à la propagation du variant Delta. À Dakar, la capitale, le système de santé est sous forte tension alors que les lits d'hôpitaux dédiés aux patients atteints du Covid sont pleins et que le personnel est au bord de la rupture. Écoutez ici quelques acteurs au cœur de la riposte de la maladie. Nos capacités d'accueil sont actuellement au maximum. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités et de la population. Il faut que les mesures barrières et la vaccination se fassent et que les autorités aussi décident de quelle stratégie faut faire pour faire face à cette pandémie. D'autres malades qui sont aux urgences, qui sont là-bas aussi, peut-être qui n'ont pas encore fait le test pour qu'on puisse savoir. Mais ça, on les met dans le lot global des malades qui viennent aux urgences. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui aussi, aux urgences, on reçoit beaucoup de malades. Et souvent, il y en a beaucoup aussi qui se révèlent après être des malades de Covid. On compte beaucoup de personnels de santé qui sont contaminés. Et pour la plupart du temps, c'est la fatigue qui est à l'origine de cette contamination. Parfois, c'est le manque d'inattention parce qu'il faut le rappeler, les gens ne dorment plus. Nous-mêmes qui sommes administratifs, il nous arrive de nous coucher à 3 heures du matin. Imaginez pour le personnel médical, paramédical et de soutien. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut dire que le personnel est vraiment proche de la rupture. Les élections législatives ont démarré ce jeudi en Somalie. Seul un des 5 États que compte le pays a vu des bureaux de vote s'ouvrir. Plusieurs jours déjà de retard sur le calendrier électoral dans ce pays où sévissent les Chebabs. 4 États n'ont pas encore commencé à voter dans le cadre du processus électoral de plusieurs mois qui était censé débuter dimanche en Somalie. Dans le cadre du très complexe et indirect système électoral somalien, les 5 États doivent, lors de cette première phase, désigner les 54 représentants élus à la Chambre haute, le Sénat, du Parlement fédéral. Mais dimanche, aucun n'était prêt à voter. Jeudi, le Jubaland au sud, qui était le plus avancé dans les préparatifs, a procédé à l'élection de ces 4 élus à la Chambre haute. Nous avons remporté une victoire historique aujourd'hui en surmontant une longue incertitude quant au fait de savoir si ce vote allait se tenir, a déclaré Ahmed Madobé, président du Jubaland. Cela signifie que le pays va vers des élections et j'espère que le reste des États suivront, a-t-il ajouté. Les 4 autres États font face à divers degrés de retard. Ces retards risquent de bousculer le calendrier électoral, résultat de négociations entre les leaders politiques après des mois de tension et de violence. Le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed Di Farmajo a expiré le 8 février sans qu'il ait pu s'entendre avec les leaders régionaux sur la tenue d'élections, déclenchant une grave crise constitutionnelle. En avril, la prolongation pour 2 ans de son mandat a provoqué de violents affrontements à Mogadiscio, menaçant le fragile équilibre de ce pays meurtri par la guerre civile. Début mai, dans un geste d'apaisement, Farmajo a chargé le Premier ministre Mohamed Hussein Roble d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Annoncé en juin, le calendrier électoral a été depuis légèrement modifié et prévoit que, outre le vote pour la Chambre haute à partir de fin juillet, celui pour la Chambre basse se tienne entre le 12 septembre et le 2 octobre. Aucune modification n'a été annoncée pour l'élection présidentielle, fixée au 10 octobre. Au Tchad, plusieurs personnes ont manifesté ce jeudi à N'Djamena, la capitale, contre la junte militaire au pouvoir, qui est donc à la tête du pays depuis le mois d'avril, après le décès d'Idriss Déby Itno. Ils étaient encadrés notamment par un dispositif policier. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ont appelé à manifester contre la confiscation du pouvoir du Conseil militaire de transition CMT, dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, et exiger la révision de la charte actuelle et l'organisation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et globale. Dans la foule des manifestants, chacun avait ses motivations. Tous les Tchadiens qui sont sortis, ils réclament une justice pour tous. Les Tchadiens réclament, une conférence nationale souveraine et inclusive, pas comme les dialogues
qu'on appelle qui inscrit la majorité des Tchadiens. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le CMT va s'éterniser au pouvoir. Non pas pour les 18 mois, mais pour les 36 mois et peut-être pour 30 autres années. Aujourd'hui, moi, je suis sortie pour dire stop aux violences faites aux femmes. Parce que nous, les femmes, nous subissons énormément des violences. Et aujourd'hui, je sors en tant qu'une citoyenne, en tant qu'une organisation de la société civile pour dire non, non à l'impunité des auteurs. La manifestation a été autorisée sur une avenue longue de 3 km dans le centre de la capitale tchadienne. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées. Motif de satisfaction pour un responsable de la plateforme Wakit Tama. Une impression de satisfaction. De satisfaction parce que nous avons pu marcher 100 heures. Nous avons démontré, comme l'a dit tout à l'heure Max, que nous sommes matures, que nous sommes capables, que nous sommes responsables d'effectuer une marche vraiment pacifique. Ça, c'est pas parce qu'eux, ils le font pour nos beaux yeux, non. Ils le font parce que nous avons combattu. Nous avons lutté pour avoir ce droit de marcher pacifiquement. D'autres manifestations seront organisées selon les organisateurs. Un lion a semé la panique ce mercredi dans un quartier résidentiel à Nairobi, en pleine heure de pointe matinale, et ce, après s'être échappé du parc national de la capitale kenyane, mais il a été par la suite capturé par un service en charge de la protection des animaux. Le Kenya Wildlife Service, organe public de gestion de la faune, a capturé un lion qui a semé la panique après s'être éloigné du parc national de Nairobi pour se retrouver dans un quartier bondé à l'heure de pointe, au sud de la capitale kenyane. Le jeune mâle avait été vu par des résidents paniqués dans un fossé à Ongataronga, une zone résidentielle du sud de la ville qui borde le parc. Le Kenyan Wildlife Service est intervenu sur place où une foule s'était rassemblée pour observer l'animal. Dans un communiqué, l'organe public de gestion de la faune a déclaré que le lion a pu être touché par une flèche, immobilisé et transféré en sécurité vers les structures vétérinaires pour l'observer et lui mettre un collier avant qu'il ne soit relâché dans le parc. La panique que ce lion a causée était énorme. Les enfants sont allés en retard à l'école, de même que les gens à leur travail, a réagi Roselyne Wangare, une étudiante. Le parc national de Nairobi est partiellement entouré de clôtures électriques, mais pas complètement, ce qui permet la migration traditionnelle d'animaux à la recherche de pâturage. Il n'est qu'à 7 km du centre de Nairobi et ce n'est pas la première fois que des animaux errent dans cette ville de plus de 4 millions d'habitants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.